Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vais commencer ma vidéo par une petite introduction et je vais vous parler ensuite du fou du marché rue. En introduction, je voulais m'excuser pour le temps que j'ai mis pour tourner cette vidéo. J'ai la voix complètement éraillée depuis plus d'un mois, j'arrive pas à la rattraper. Donc du coup, je vais quand même faire cette vidéo avec le peu de voix que j'ai aujourd'hui. Je vais essayer de parler le plus doucement possible et le plus lentement possible pour que ce soit le moins désagréable pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire en premier. Et en second, vous m'écrivez de temps en temps pour savoir si je pourrais mettre plus d'illustrations dans mes vidéos. Alors, le cas que je vais traiter aujourd'hui, c'est le cas qui illustre parfaitement le genre de cas que je rencontre. Je n'ai aucune photo, aucun des articles que j'ai lus n'était agrémenté de photos. Je ne sais absolument pas à quoi ressemble l'auteur des faits. Je n'ai donc vraiment aucune photo ni du procès, ni des protagonistes. Je les ai jamais vus, il y en a pas dans les journaux. Donc du coup, je vais agrémenter ma vidéo avec les photos d'articles de journaux que j'ai retrouvés et des photos des lieux où se sont passées les choses. Donc il y a parfois dans certaines de ces histoires, j'ai de la difficulté à vous présenter des photos pour la simple et bonne raison que j'en ai pas du tout. Voilà pourquoi parfois mes vidéos manquent un peu de photographie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fou de marché rue, une histoire que j'ai découverte dans les journaux par hasard. J'ai donc pris les archives de journaux et je vous livre cette histoire. L'histoire que je vais vous livrer aujourd'hui, donc elle découle uniquement des archives de journaux suisses que j'ai retrouvées. Il n'y a pas du tout d'articles Wikipédia ou d'articles de blog qui parlent de Alfred Weiermann. C'est donc la raison pour laquelle parfois mon histoire comportera quelques trous. En tous les cas, cette histoire, elle est intéressante parce que Alfred Weiermann a passé plusieurs années en prison et plusieurs années dans des hôpitaux psychiatriques et son parcours criminel fait froid dans le dos et ce parcours aurait dû alerter les autorités. Cet homme n'aurait pas dû pouvoir commettre son dernier crime, mais enfin voilà, cet homme est passé entre les gouttes et je vais vous livrer son histoire. Cette histoire débute le samedi 10 septembre 1977. On est aux alentours de 9h du matin lorsque deux touristes allemands qui se promènent dans la région du col de marché rue entendent des gémissements. Ils sont attirés par ces bruits. Ils ont à peine le temps de se dire qu'ils veulent se rapprocher pour voir ce que ça pourrait être. Au début, ils pensent à un animal blessé, qu'ils voient un homme qui quitte précipitamment les lieux. Ça les étonne d'ailleurs. Ils vont donc ensuite se rapprocher de l'endroit où ils ont entendu les bruits et ils vont constater que c'est pas un animal mais que c'est une personne qui se trouve au fond du ravin. Ces deux hommes ont tout à fait le bon réflexe. Ils vont prendre leur véhicule et aller au premier village qu'ils trouvent pour avertir la police ainsi que les secours. La police et les secours mettront tout au plus une dizaine de minutes pour arriver sur place. Cette rapidité va permettre à la personne blessée de survivre. Lorsque les policiers et les secours arrivent proches de la victime qui se trouve dans le ravin, celle-ci a ses premiers mots, elle est affolée, complètement effrayée, elle supplie qu'on ne lui fasse pas de mal. En gros, elle ne comprend pas qu'on vient lui porter secours. Les policiers et les ambulanciers sont obligés de la rassurer, de lui dire qu'ils ne sont pas là pour lui faire du mal. On comprend assez vite que cette jeune femme a vécu un calvaire. On constate également immédiatement qu'elle a le visage en sang et qu'elle a été frappée au niveau de la tête. Les policiers vont retrouver une énorme pierre à proximité de la victime. Cette pierre qui sera ensuite pesée pèse 6,3 kg et on se rendra compte que cette femme a reçu au moins un coup à l'aide de cette pierre. La jeune femme est immédiatement conduite à l'hôpital de Morges pour y recevoir des premiers soins. Elle sera ensuite conduite à l'hôpital cantonal de Lausanne car ses blessures sont quand même assez graves. Dans le même temps, les deux touristes allemands qui l'ont découverte vont pouvoir témoigner et donner toutes les informations qu'ils ont vues ce matin-là. Ils ont récolté pas mal d'informations, ils ont pu relever le canton de la plaque d'immatriculation parce que les plaques d'immatriculation suisses sont faites comme ça. Vous avez d'abord le canton et ensuite le numéro de plaque de la voiture. Ils ont donc pu relever que les plaques avaient été immatriculées dans le canton de Vaud et ils ont pu relever 3 chiffres du numéro de plaque de la voiture. Toutes ces informations sont donc transmises au service de la navigation routière du canton de Vaud.
On est en 1977, mais toutes ces informations sont rentrées dans un ordinateur. Cet ordinateur mettra plusieurs heures à extraire le nom du premier suspect dans cette affaire, qui est en réalité Alfred Weyermann. Et dès le samedi soir, donc à peine quelques heures après la découverte de la victime, la police peut arrêter le principal suspect, Alfred Weyermann, à son domicile de Renan. Dans le même temps, la victime va expliquer ce qui lui est arrivé. Elle va déclarer aux policiers avoir été séquestrée durant 4 jours par un homme qu'elle ne connaît pas, avoir subi des outrages, avoir été agressée sexuellement par cet homme. Elle peut donner assez peu d'indications car elle a été droguée et bâillonnée, ainsi qu'elle a eu des entraves sur ses yeux tout au long de sa détention. Elle va quand même pouvoir indiquer avoir repéré le sol, la moquette et le bas des meubles de la personne qui l'a séquestrée. Elle va donner toutes ces informations assez rapidement à la police, et la police qui, grâce aux indications des 2 touristes allemands, obtient le nom du suspect assez rapidement, va pouvoir débarquer chez cet homme dès le samedi soir et l'arrêter. La fouille qui va être faite au domicile du suspect ne va pas donner grand-chose. En effet, celui-ci a nettoyé son appartement le samedi après-midi. C'est d'ailleurs lui qui va le dire, le principal suspect. Mais les policiers vont quand même bien fouiller et ils vont pouvoir trouver un cheveu. Alors ce cheveu va être analysé. Bien évidemment, on est en 1977, donc on ne parle pas du tout d'analyse ADN. L'expert va comparer ce cheveu au microscope avec les cheveux de la victime. Les analyses vont tomber et il y a assez peu de doute, ce cheveu appartient à la victime d'Alfred Weyermann. Le principal suspect, qui est maintenant incarcéré, va avouer et minimiser les faits. Il va avouer en donnant plusieurs détails sur le soir des faits, le soir où il a enlevé la jeune femme, et sur la séquestration qui a duré 4 jours. Mais il va ensuite se rétracter et il n'avouera plus jamais être l'auteur de ces faits. Il niera, même lors du procès, même lorsqu'on lui présentera un maximum de preuves. L'enquête est maintenant dirigée sur comment cet homme a pu enlever cette femme, comment s'est passé cet enlèvement. Donc cette jeune femme, elle a 27 ans, elle est éducatrice pour les personnes handicapées et ce mardi soir, elle a assisté à un concert d'orgue à Savigny et elle rentre en vélo à son domicile. Et sur le trajet, elle va crever. Il y a des morceaux de verre sur la route et l'un de ses pneus va crever. Elle va donc terminer son trajet en poussant son vélo. Assez rapidement, après qu'elle ait crevé, un homme va s'arrêter en voiture à sa hauteur et lui proposer de la raccompagner à son domicile avec sa voiture. Offre qu'elle va décliner, elle n'a pas du tout envie de monter dans le véhicule de cet homme et cet homme va faire mine de partir. Sauf que cet homme n'a en réalité pas décidé de partir, il va revenir et il va agresser cette jeune femme. Il va l'agresser avec un foulard qui va lui mettre autour du cou. Une dispute va éclater entre les 2 protagonistes. Ils vont même se battre au sol, juste au bord de la route. Les 2 vont finir complètement plein de boue et plein de terre, mais l'homme qui agresse la jeune femme aura le dessus. Il arrivera à faire entrer cette jeune femme dans son véhicule, côté passager. Il va la forcer à se mettre accroupie sous le tableau de bord et il va immédiatement la menacer. Il va lui dire être un chef de bande et il va la menacer de mort. Si tu parles, je te tue. Il va ensuite bander les yeux de sa victime. Elle ne verra donc pas le trajet qu'ils vont réaliser en voiture. Elle ne voit pas du tout l'endroit, en tout cas au début, où elle va être séquestrée. L'homme va rouler jusqu'à Renan où il vit et il va pouvoir faire entrer sa victime dans son appartement sans être vu grâce au parking souterrain. Assez peu de choses sur cette séquestration. On sait que cet homme a fait subir les pires outrages à cette femme. Elle a probablement été violée tout au cours de sa détention. L'homme l'a droguée durant les 4 jours où il l'a détenue. Et cet homme a également menacé cette femme de mort si elle criait, si elle parlait, si elle tentait de s'enfuir à chaque instant de sa détention. Cette femme a donc vécu un stress et un enfer durant 4 jours. Cet homme va pousser le vice jusqu'à dormir avec sa victime. Il va la menacer si elle bouge ou si elle tente de s'enfuir, je te tuerai. Le 4e matin, l'homme décide d'enlever les entraves qui sont sur les yeux de sa victime et celle-ci comprend que probablement son bourreau a décidé de se débarrasser d'elle. Elle refuse de regarder le visage de son bourreau, espérant ainsi avoir la vie sauve.
Mais son bourreau ne l'entend pas ainsi. Son bourreau va lui donner son nom, son prénom. Il va lui parler de sa vie. Il va lui donner son lieu d'origine ainsi que sa date de naissance. Sa victime, qui elle est droguée, qui a été menacée durant ces 4 jours, ne va retenir que le lieu d'origine de son agresseur. Elle va le supplier de lui laisser la vie sauve. Elle va lui dire qu'elle ne le dénoncera pas, qu'elle n'en parlera à personne. Mais cet homme qu'on appellera le fou du marché-rue va vouloir se débarrasser de sa victime. Il va donc la faire monter à nouveau dans son véhicule et il va rouler jusque dans le Jura, dans cet endroit qu'on appelle le col du marché-rue. Une fois arrivé sur place, l'homme va ouvrir la portière et forcer sa victime à descendre. Sa victime, et elle est paniquée, elle supplie qu'on lui laisse la vie sauve, mais l'homme est vraiment déterminé à se débarrasser de sa victime. Ils vont donc à nouveau se battre, ils vont dévaler le ravin. Les morceaux les touffes de cheveux qu'on retrouve dans le ravin vont effectivement prouver que la victime et son agresseur se sont battus. L'homme va lui asséner plusieurs coups, dont en tout cas un coup avec cette énorme pierre de plus de 6 kilos sur le crâne, et il va ensuite être dérangé par les 2 touristes allemands qui se promènent vers cet endroit. Donc l'homme ouvre la portière et fait descendre sa victime. Il veut s'en débarrasser. Il va la faire dévaler le ravin. Au fond du ravin, il va donc lui asséner au moins un coup avec l'énorme pierre de plus de 6 kilos qui sera retrouvée à proximité de sa victime. On le saura plus tard, cette femme a la calotte crânienne défoncée. Elle vit avec un risque constant de crise épileptique. Elle s'en sortira néanmoins et elle pourra ensuite reprendre une vie normale. Cet homme qui est mécanicien-chauffeur a un profil qui fait froid dans le dos. En effet, il a déjà été multi-condamné. Il a déjà été condamné 6 fois, dont 3 fois pour viol. Les informations que je vais vous donner, elles sont un petit peu incomplète parce que je vais vous donner tout ce que j'ai retrouvé dans les journaux, mais je n'ai pas tout retrouvé sur les faits qu'il a commis avant l'enlèvement de 1977. Au niveau de son enfance, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Il est né en 1937 dans une famille un petit peu problématique. Il a un père extrêmement sévère, pratiquant, religieux, probablement assez proche de la morale. Sa maman est décrite dans les journaux comme une nerveuse, hypersensible. Je pense que ce qu'ont voulu dire là les journaux, ce qu'ils ont voulu décrire, c'est une maman dépressive. Alfred Weiermann est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Et il a une enfance qui est jalonnée d'échecs. Il va échouer à l'école, il va échouer à se faire des amis. C'est un garçon solitaire qui n'a pas beaucoup de copains, qui n'a pas beaucoup d'estime de lui-même. Il va quand même réussir au début des années 60 son apprentissage, un apprentissage de maraîcher. Il va ensuite occuper plusieurs postes, comme des postes des petits boulots de manœuvre, de laveur-graisseur, de chauffeur mécanicien. À 22 ans, il va commettre ses premiers méfaits, probablement sous l'emprise de l'alcool. C'est également à cette période qu'il va se marier avec une femme qui est décrite comme débile mentale dans les journaux. Probablement que ce qu'ils ont voulu dire là, c'est qu'elle avait un QI limité ou qu'elle avait des capacités intellectuelles plutôt limitées. En tous les cas, cette femme va lui donner 4 enfants. Ces 4 enfants vont malheureusement subir les attouchements de leur père. J'ai pas beaucoup de détails si cet homme a fait subir des viols à ses enfants. En tous les cas, tous les enfants ont subi des attouchements de la part de leur père. Le couple va se séparer. Là-dessus non plus, j'ai pas beaucoup d'indications sur l'année de leur séparation. En tous les cas, le couple va se séparer et il va ensuite avoir ses premières condamnations. Ce qu'on peut dire, c'est que les viols sont de tous ces jugements. Il y a eu 6 condamnations et pratiquement dans les 6 condamnations, on a parlé de viol. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est habitué des faits d'outrage sexuel. Au niveau de son parcours criminel, il y a passablement de trous. J'ai pas pu retrouver tous les faits pour lesquels il avait été condamné ou tous les faits qu'il avait commis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1964, il est condamné pour viol. Et il va y avoir une expertise psychiatrique qui va être faite. Ce qu'on peut lire dans cette expertise psychiatrique, c'est que une sanction
pénal est la meilleure mesure que notre société possède pour éviter la répétition d'actes semblables. Il est donc décidé d'enfermer Alfred Weyermann en prison plutôt qu'en milieu hospitalier. Mais à peine 10 ans plus tard, l'hôpital psychiatrique de Seury à Lausanne constate l'aggravation de ses troubles. Il y a donc des traces écrites des troubles psychiatriques d'Alfred Weyermann et de sa dangerosité et de sa capacité à récidiver. En 1974, Alfred Weyermann va être à nouveau condamné pour des faits de viol. Il va être condamné à 15 mois de prison, mais il ne va en faire que 6 car il a été condamné à une peine en milieu hospitalier. Le médecin qui est en charge d'Alfred Weyermann va décider de le soumettre à une castration chimique, donc à un traitement médicamenteux pour réaliser cette castration chimique. Il va donc passer 6 mois dans cet hôpital avant d'être libéré. Une fois libre, Alfred Weyermann va rencontrer une femme dont il va tomber amoureux et ils vont se mettre en couple. Mais le couple ne peut avoir une vie sexuelle normale puisque celui-ci est sous traitement médicamenteux. Ils vont donc demander au psychiatre en charge d'Alfred Weyermann s'ils peuvent arrêter le traitement. La raison qui est invoquée, c'est la peur que les glandes sexuelles d'Alfred Weyermann s'atrophient pour toujours. Alors, j'ai pas du tout d'indication si c'était des effets secondaires du traitement qui était inoculé pour la castration chimique dans les années 70. En tous les cas, le médecin en charge d'Alfred Weyermann va décider d'arrêter le traitement médicamenteux d'Alfred Weyermann. Et il va même avoir ces mots pour la compagne d'Alfred Weyermann, qui est décrite une fois de plus dans les journaux comme une débile mentale, donc probablement une femme avec des capacités mentales réduites. Ce docteur va lui dire « Vous êtes le meilleur médicament qu'ait pu recevoir Alfred Weyermann ». Il va donc donner une confiance assez incroyable à cette femme, estimant probablement qu'Alfred Weyermann n'agresserait sexuellement plus personne. C'est donc en 1976 que le traitement d'Alfred Weyermann est arrêté en collaboration avec le médecin qui le suit et avec l'aval de toutes les personnes qui le suivent. Il va mettre 1 année avant de récidiver, donc il y a un véritable problème, il y a là une mauvaise évaluation des risques que comportait Alfred Weyermann. Donc voilà, c'est vrai que j'ai assez peu de détails, mais je vais avoir une petite exclusivité à vous livrer en fin de vidéo, parce que j'ai quand même tenté de rechercher des articles qui décrivaient les faits qu'il avait commis dans les années 60 et 70. Mais je ne les ai pas retrouvés, mais j'aurais quand même une petite précision à vous donner en fin de vidéo. Le procès qui a lieu à peu près 1 année après les faits va pouvoir amener des détails supplémentaires. On va pouvoir avoir la première description physique de cet homme parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a aucune photographie, on a très peu de détails sur cet homme. On sait qu'il a 41 ans au moment du procès, qu'il en paraît 10 de plus, c'est la journaliste qui couvre les faits qui le dit. Il a des cheveux châtains et il est plutôt dégarni. Cet homme a un visage qui est marqué par des maxillaires proéminentes. Il a un regard qui met mal à l'aise, en tout cas les femmes qui l'ont vu lors de ce procès ne se sentent pas à l'aise en voyant le regard de cet homme. Il parle très calmement, avec une voix très très calme, même lorsqu'il clame son innocence. Ce procès aura plusieurs plaignantes parce que la couverture médiatique de ce cas a permis à d'autres jeunes femmes de se présenter et 2 autres plaignantes seront présentes lors de ce procès. Une jeune fille de 14 ans et une jeune fille de 18 ans. Toutes 2 ont été séquestrées quelques heures après avoir été prises en autostop et toutes 2 ont été violées. Elles ne peuvent pas identifier formellement Alfred Weyermann. Aucune preuve ne peut d'ailleurs les relier formellement à Alfred Weyermann, mais le mode opératoire est totalement semblable à ce qu'il a fait à la jeune femme de 27 ans en septembre 77. Honnêtement, on ne pourra jamais connaître le nombre réel d'agressions d'Alfred Weyermann. Il faut savoir qu'effectivement, cette affaire avait eu une forte couverture médiatique à l'époque, mais tout le monde ne lit pas les journaux et des appels n'ont pas pu être faits sur Facebook ou via des réseaux sociaux comme ce serait le cas aujourd'hui. Donc il est probable que plusieurs femmes n'ont pas vu ces articles et il est probable que Alfred Weyermann ait fait bien plus de victimes.
Ce qu'on va surtout apprendre lors de ce procès, c'est le parcours criminel que je vous ai livré tout à l'heure, qui va être relaté dans les journaux. Ça va vraiment scandaliser les gens. On va se poser la question, mais comment cet homme qui a récidivé plusieurs fois a-t-il pu être remis en liberté? Comment a-t-il pu, lors de sa dernière détention, ne faire que 6 mois sur les 15 qui avaient été préconisés? C'est assez dingue. Mais on va également avoir des détails sur la détention de la jeune femme qui, elle, va témoigner à huis clos. Certains détails vont être relatés dans les journaux. Il y a même un journal qui va réussir à donner le nom de cette pauvre victime. Je vois pas du tout l'intérêt. Effectivement, cette victime a été violée tout au long de sa détention. Elle a été droguée tout au long de cette détention. Et on va comprendre pourquoi, au matin du 4e jour, Alfred Weyermann va décider de se débarrasser de sa victime. Et c'est complètement incroyable. En fait, ce samedi-là, Alfred Weyermann doit aller récupérer sa compagne, la compagne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette compagne qui a des facultés intellectuelles réduites passe de longs séjours dans des services psychiatriques. C'est d'ailleurs le cas, elle va terminer ce samedi-là un long séjour en hôpital psychiatrique et Alfred Weyermann doit aller la récupérer ce samedi après-midi. Donc cette victime est de trop dans son appartement, il doit s'en débarrasser, d'autant que, et c'est lui qui le dira, il a prévu une broche le dimanche après-midi avec sa copine. Il peut donc pas garder cette victime-là. Il va donc s'en débarrasser. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est une broche, je sais pas si c'est un mot de chez nous, c'est donc quand on met en grillade un morceau de viande qui va tourner. Il va donc pas pouvoir garder sa victime puisqu'il a cette broche organisée le dimanche après-midi. C'est complètement incroyable et ça montre la froideur et le pragmatisme de cet homme. Ça montre qu'il est froid et calculateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au procès, malgré toutes les preuves qui seront amenées, il va nier. Il va même nier lorsque sa victime, lors d'une reconstitution qui va être faite à Renan et à Marchéru, va l'interpeller. Sa victime n'aura jamais un mot de haine, n'aura jamais une insulte pour son bourreau, mais elle va quand même lui dire lors de la reconstitution, mais attends, tout le monde sait que c'est toi. On a passé 4 jours ensemble. Comment peux-tu nier simplement l'évidence? Et il va pas réagir. À aucun moment il va réagir. Il ne va plus jamais avouer être l'auteur des faits. Quand bien même les informations qu'il avait données lors de sa détention, lorsqu'il a avoué, ce sont des choses qu'il n'a pas pu inventer. Il va savoir dire que la jeune femme qui était donc en train de pousser son vélo lorsqu'il l'a agressée avait un pantalon dans la sacoche de son vélo. Ça, c'est un fait qui ne peut être connu que de lui et de sa victime. Puisque, comme je vous l'ai dit, sa victime participait à un concert d'orgue ce mardi soir et elle était vêtue d'un long pantalon lors du concert. Mais puisqu'elle rentre en vélo, ce pantalon n'était pas très pratique, le pantalon pouvant se crocher dans la chaîne de son vélo. Elle va donc retirer son pantalon puisqu'elle est vêtue sous son pantalon d'un short cycliste qui est beaucoup plus agréable pour rouler jusque chez elle et elle va donc faire son trajet en short cycliste. Ce qu'elle va dire aux policiers et ce que Alfred Weyermann va également déclarer. Ça, il n'a pas pu l'inventer. Vraiment, c'est pas possible. Deuxième chose qu'il n'a pas pu inventer, lorsque il attrape sa victime, je vous ai dit qu'ils se sont battus au bord de la route et ils ont fini plein de boue et plein d'herbe, si bien que lorsque Alfred Weyermann arrive avec sa victime à son domicile de Renan, la première chose qu'il va lui faire faire, c'est de lui faire prendre un bain. Ça non plus, il n'a pas pu l'inventer. Et sa victime, elle le dira aux policiers que c'est la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils sont arrivés à l'appartement. Face à toutes ces déclarations, on a assez peu de doutes. Alfred Weyermann est l'auteur de l'enlèvement, de la séquestration de cette jeune femme. Elle va d'ailleurs tenter de se défendre avec beaucoup d'incohérence. Elle va dire qu'il a avoué sous la pression, qu'il a avoué parce qu'on lui interdisait de voir sa compagne, qu'il venait d'aller chercher le samedi après-midi. Il va dire que le cheveu retrouvé est sans aucun doute un cheveu de sa compagne. Donc il va vraiment essayer de se défendre, mais très très mal. Il est face à des faits, il est face à des preuves et sa défense ne fait que l'enfoncer finalement. On se souvient également de l'identification, de la moquette faite par la victime, des pieds des meubles de chez son bourreau. Ça, elle n'a pas pu l'inventer. Et elle reconnaît formellement également la voix de sa victime. Hein. Il y a assez peu de doute pour ce cas-là, en tout cas, qu'Alfred Weyermann est le coupable. Alors, au niveau du verdict, là, c'est autre chose. La bataille, au niveau des avocats, elle va se passer sur 2 choses. La première chose, l'avocat commis d'office qui défend Alfred Weyermann le fait assez bien,
pas forcément de manière très classe, mais le fait assez bien. Pour lui, Alfred Weiermann n'a pas du tout voulu donner la mort à cette jeune femme. Il a voulu se débarrasser d'elle, certes, pour pouvoir aller chercher sa compagne, mais il n'a pas voulu la tuer. Il a voulu un petit peu l'étourdir, je sais pas, peut-être pour pas qu'elle court après la voiture. Mais voilà, ça s'arrête là. Il n'a pas du tout été dérangé par les touristes. Il avait terminé son œuvre. Ouais, bon. Par contre, l'avocat général, lui, va clairement dire qu'on ne frappe pas à deux mains avec une pierre de 6 kilos sur le crâne de quelqu'un si on veut pas lui donner la mort. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et que il n'y a pas vraiment de doute sur les intentions d'Alfred Weiermann à ce moment-là. La deuxième chose qui va retenir l'attention des avocats, c'est la peine. Très vite, on sent que Alfred Weiermann va être reconnu coupable, probablement avec une diminution de capacité et de responsabilité dans cette affaire, mais qu'en tout cas, il va être reconnu coupable. Cette diminution de responsabilité va permettre la possibilité d'interner Alfred Weiermann au milieu hospitalier. Mais vous vous souvenez, en 1974, c'est ce qui lui est arrivé à Alfred Weiermann. Et il a écopé de 15 mois de prison, enfin 15 mois d'internement, et il n'en a fait que 6. C'est ce que ne veut absolument pas le procureur général. C'est pourquoi, lui, il va demander à ce que la peine d'Alfred Weiermann se passe en milieu carcéral, quand bien même sa responsabilité n'est pas totalement engagée. Par contre, le défenseur d'Alfred Weiermann, lui, va estimer que combien même son client nie les faits de séquestration sur la jeune femme de 27 ans, son avocat ne va pas le suivre. Il va dire que, vu les preuves, il est probablement l'auteur de ces faits-là. Pour les deux autres plaignantes, par contre, il va estimer que le doute devrait profiter à l'accusé. Il va même vaguement émettre que l'accusé n'était pas pleinement responsable s'il a violé ces femmes parce qu'il était plus vraiment capable de savoir ce qui était bien ou mal et que ces deux femmes étaient peut-être habillées de façon coquette, ce qui a entraîné Alfred Weiermann à les violer. Des propos que j'espère ne plus jamais lire à propos de viol de femmes. Bref. Toujours est-il que voilà où va se mener la bataille. Enfermer Alfred Weiermann en milieu hospitalier, en milieu psychiatrique, ou l'enfermer en prison pour une peine à perpétuité. Voilà ce que va déclarer l'avocat commis d'office. Une peine de réclusion ne servira à rien, c'est prouvé. Un internement médico-légal n'est pas souhaitable, c'est prouvé également. Prononcer une mesure d'internement pour délinquant d'habitude, plaide l'avocat. Cela lui permettrait de travailler et aussi d'espérer que l'âge venant et la médecine progressant, ces pulsions meurtrières et violatrices un jour se calmeront. En gros, il demande à ce qu'Alfred Weiermann soit incarcéré en milieu psychiatrique et hospitalier pour qu'on lui laisse une chance, pour qu'on lui laisse de l'espoir, mais surtout l'espoir de ressortir trop rapidement. C'est pour ça que l'avocat général va lui se battre bec et ongle pour une incarcération à perpétuité en milieu carcéral. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1979, au moment du procès, la peine à perpétuité, elle est plafonnée à 15 ans et que l'accusé pourrait sortir aux 2/3 de sa peine, donc au bout de 10 ans. Donc je dirais que les deux solutions sont un peu mauvaises. C'est un petit peu faire le choix entre la peste et le choléra. La première, c'est un internement en psychiatrie avec la possibilité qu'il ne ressorte jamais, il faut aussi le dire, mais la possibilité qu'il ressorte au bout de 6 mois, au bout de 10 mois, au bout de 2 ans, et qu'on le remette dans le circuit. L'idée de le mettre en milieu carcéral, ça veut dire ok, mais ça veut dire qu'au bout de 15 ans maximum, cet homme va ressortir. Donc ce sont vraiment deux mauvaises possibilités. En tous les cas, la peine va tomber, Alfred Weiermann sera reconnu coupable. Certes, sa responsabilité ne sera pas engagée à 100%. On va quand même déterminer que cet homme a des troubles qui ne lui permettent pas complètement de comprendre ce qu'il a fait, mais il va quand même écoper d'une peine de prison à perpétuité. C'est également un petit peu la critique des incarcérations au milieu hospitalier. Et honnêtement, ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, au moment où est rendue la peine, c'est le fait que je voulais vous amener en plus. En fait, Alfred Weiermann, il s'est déjà enfui de prison.
Et ça, au moment du procès et dans les journaux, c'est pas du tout relaté. Alors j'ai deux explications sur le pourquoi du comment ce n'est pas relaté. Moi, j'ai retrouvé un article qui date de 1965. Comment j'ai retrouvé cet article? En fait, lors de son procès, on évoque vaguement les faits qu'a commis Alfred Weyermann durant les années 60 et 70. On parle d'un viol réalisé par Alfred Weyermann en 1964 sur une jeune femme originaire du Danemark. Je recherche donc dans les journaux suisses, par mots-clés, par date, enfin je fais de longues recherches et je retrouve pas du tout ces cas. Je retrouve bien un cas d'une jeune femme danoise assassinée en Suisse, mais pas du tout, Alfred Weyermann n'est pas du tout le coupable. Donc je recherche encore et je tombe sur un article 1965 qui parle d'un Alfred Weyermann qui était en prison en 1964 pour des faits de violence et qui s'est enfui. Et je vais vous raconter ce qu'il a fait après sa fuite. Il n'y a aucun doute, on parle du même Alfred Weyermann et il n'y en a pas 50 des Alfred Weyermann. Alfred Weyermann, qui avait été en 1964 condamné à 4 ans de prison, je vous en ai parlé tout à l'heure pour l'expertise psychiatrique, s'est évadé. Il s'évade le 13 juillet 1965. Il prend la fuite, alors j'ai aucune indication sur comment il a réussi à s'évader de sa prison. En tous les cas, il arrive à prendre la fuite. Il fuit en France et dans la région du Rhône, plus précisément à Tassin, la demi-lune, il va voler une voiture. Et avec cette voiture, il va vouloir rouler jusqu'à Paris. Il va rouler le maximum qu'il peut. Quand il n'y a plus beaucoup d'essence, il va s'arrêter à une station-service, il va faire le plein et il va prendre la fuite. Il va être repéré. Ça, c'est en Saône-et-Loire. Dès le lendemain, aux alentours de 15 heures, on est donc le 14 juillet 1965, cet homme va tenter d'enlever une jeune femme de 25 ans qui se trouve au bord de la route. Il va l'agresser, il va la faire monter dans le véhicule. Mais cette jeune femme ne va pas se laisser faire. Elle va crier, elle va se débattre, si bien que l'homme va la relâcher. En fait, en gros, il sait pas quoi faire de cette victime. Elle crie trop fort, et va donc la relâcher. Cette jeune femme, dès le moment où elle est libérée, elle va se rendre tout de suite à la police et elle va donner un maximum d'informations pour qu'on puisse arrêter son agresseur. Et dès le lendemain, 17h15, on arrête son agresseur dans un bois. Il va donc être condamné à 5 ans de réclusion et 5 ans d'interdiction de territoire en France. Il va donc être mis à la police suisse. Ce que je veux préciser, c'est que il s'est donc enfui. On devrait se dire que les archives des tribunaux suisses auraient dû garder trace de cette fugue, de cette fuite. Cela dit, sachez une chose, en Suisse, c'est pas interdit de prendre la fuite de la prison. En gros, si vous vous évadez, on va vous reprendre et vous allez continuer votre peine, purement et simplement. Bien évidemment, pour autant que vous n'ayez fait de mal à personne. Si vous commettez des crimes lors de votre cavale, on va vous condamner pour cela. Mais si vous faites uniquement de prendre la fuite, que vous n'agressez personne, que vous ne volez rien, que vous ne cassez rien, lorsqu'on vous reprendra, vous continuerez purement et simplement votre peine. Donc, je ne sais pas pourquoi ce fait n'a pas été relaté, mais peut-être que il n'a pas été relaté parce que c'est pas illégal de s'enfuir de prison en Suisse. En tous les cas, ce fait que je vous livre là et cet article-là n'est jamais ressorti. Il n'est pas non plus ressorti dans les articles parus en 2010 dans Le Temps, lorsqu'on a refait une revue sur le fou du marché rue. C'est assez hallucinant parce que je trouve que ce fait montre exactement le mode opératoire d'Alfred Weyermann. On est en 1965, plus de 10 ans avant qu'il enlève la jeune femme et qu'il l'abandonne à marché rue. On savait déjà que cet homme enlevait et agressait des femmes. On savait déjà que cet homme avait une forte propension pour le viol. C'est quand même assez dingue qu'on n'ait pas repéré sa dangerosité. Mais je dois dire qu'en lisant ces lignes, j'avais de la peine à le croire. J'ai bien vérifié. La date correspond, le profil correspond, le métier correspond, l'homme correspond. Il n'y a pas 50 Alfred Weyermann qui vivait à Lausanne. C'est pas un nom très courant, c'est d'ailleurs pas un nom de la région lausannoise, c'est un nom plutôt suisse-allemand. Donc, voilà, je peux vous dire à 99,9%, je suis certaine que cet article parle de l'Alfred Weyermann dont je traite dans cette vidéo.
Et il faudra également savoir qu'Alfred Weiermann va faire recours 2 fois de sa condamnation, dont une fois au tribunal fédéral. Autant de fois sa peine sera confirmée en appel. Il pourra assez rapidement sortir de prison aussi, puisque dans les années 90, la journaliste qui a couvert son cas, qui est maintenant décédée, va le croiser dans un bus lausannois. Cette rencontre va la laisser assez terrorisée. Elle racontera dans cet article qu'elle va, durant les jours qui suivent, fermer à double tour sa maison et vérifier que chaque fenêtre et chaque porte est bien fermée, car cet homme l'effraie. On n'entendra plus jamais parler d'Alfred Weiermann après ces faits. Je ne sais pas vous dire si il a à nouveau commis des crimes, je ne pense pas, parce que je pense que sinon les journaux suisses l'auraient relaté. Je sais pas non plus si cet homme est mort, c'est pas improbable. En tout cas, j'ai pas retrouvé d'article relatant son décès. C'est tout pour l'affaire du fou de Marcheru et pour cette affaire Alfred Weiermann. Cette affaire, elle illustre vraiment les problèmes qu'avait la Suisse dans les années 70 et au début des années 80 avec les multirécidivistes, avec les gens qui étaient des multirécidivistes mais également jugés pas totalement responsables de leurs actes. C'est probablement ces affaires-là qui ont permis à la Suisse de voter une véritable loi de détention à perpétuité dont a bénéficié le sadique de Romont et Werner Ferrari des années plus tard. Voilà, c'est tout pour ce cas. 2 petites précisions. Première, je me réexcuse pour ma voix. J'imagine qu'elle n'est pas très agréable. Mais sans ça, je pense que j'attendais encore 15 jours pour vous faire une nouvelle vidéo. Et la deuxième chose, c'est que je suis consciente que cette vidéo comporte certains trous. Je vous ai livré tous les détails que j'ai retrouvés dans les journaux. Mais étant donné que je vous livre ces détails d'articles de journaux qui livraient des informations pêle-mêle et succinctes, je vous ai livré tout ce que je pouvais. J'ai essayé de le faire chronologiquement, mais je suis bien consciente qu'il manque certains morceaux que je n'ai pas retrouvés purement et simplement. Donc voilà, c'est tout pour Alfred Weiermann. J'attends évidemment vos commentaires, vos suggestions pour cette histoire, vos impressions. Et moi, j'espère vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle affaire de crime ou de disparition, probablement qui s'est passée en Suisse ou en Europe. D'ici là, prenez soin de vous et à tout bientôt.